Vous avez révélé avoir trouvé une situation catastrophique pour la nouvelle CTM. Sans attendre l'audit, pourriez-vous nous donner quelques pistes? Oui, c'est catastrophique et les chiffres seront précisément révélés au niveau, lorsqu'on fera le débat et le vote des deux comptes administratifs, celle du conseil, de l'ex-conseil général d'une part et celle de l'ex-conseil régional d'autre part. Nous avons entendu dire par ceux qui géraient que la situation était bien, était nette, était bonne. Or, le président Marie-Jeanne, qui a consacré une bonne partie de son temps depuis le début de son mandat, je rappelle qu'il a commencé en janvier 2016, a eu d'abord les entretiens avec le payeur, qui est à la fois le payeur départemental et le payeur régional, pour essayer d'obtenir les chiffres. Puis avec les services financiers des deux ex-collectivités, pour savoir l'état des financements. Et il nous a révélé que la situation, vous l'avez dit catastrophique, disons elle est fortement préoccupante parce que les situations sont déficitaires des deux côtés. D'abord, au niveau du conseil régional, c'est là où c'est le plus grave. Le compte de gestion, c'est-à-dire celle qui est gérée par le payeur, qui se contente d'enregistrer toutes les sommes qui sont rentrées, les ressources, les recettes, d'une part, et les mandats qu'il a dû payer. Eh bien, au 31 décembre, la situation, pour lui aussi, était déficitaire. Je ne donne pas de chiffres précis, vous les saurez au moment du débat, comme je l'ai dit, à la fin du mois de mars. Et au niveau du Conseil général, si le compte du payeur était relativement équilibré, légèrement excédentaire, mais lorsqu'on prend en compte ce qui reste à payer et ce qui reste à recevoir, malheureusement, les engagements pris mandatés mais non payés, entraîne le compte du Conseil général également dans le déficit. Donc le président Marie-Jeanne, comme ça s'était déjà passé en 1992, arrive au lendemain d'une gestion PPM, eh bien elle est avec une catastrophe financière. Mais par-dessus tout, ce qui est encore plus grave, c'est tous ces engagements pris dans la période qui précédait les élections, auprès des communes, auprès des particuliers, auprès des associations et ligues de toute nature. Et vous savez que les engagements pris par les collectivités qui nous ont précédés s'imposent à nous. Donc on est dans une situation catastrophique, pour reprendre votre terme. Donc on va devoir faire face à cela. Mais également, on a constaté sur la dernière période un accroissement du volume du budget de fonctionnement. Et essentiellement, les frais de personnel. Parce qu'on a recruté, et c'est ce qui nous a conduit à des recrutements électoraux, beaucoup de personnes en contrat à durée déterminée. Dans les contrats, se terminent ou se sont en train de se terminer, avec des charges donc très lourdes. C'est pour cela, comme vous l'avez dit, pour qu'il n'y ait aucune contestation, la décision de faire procéder à un audit, non seulement financier, sur les comptes des deux anciennes collectivités, mais également un audit concernant le personnel, c'est-à-dire la ressource humaine, pour évaluer son ampleur, voir qui fait quoi, et voir comment on va réorganiser tout ce personnel. Voilà la préoccupation du moment. Qu'a prévu la CTM comme aide à l'embauche pour les seniors et les jeunes? Alors, l'aide à l'embauche, c'est une fonction qu'avait à la fois le Conseil général pour l'aide à l'insertion, vis-à-vis des personnes qui sont en difficulté sociale, qui sont fort éloignées de l'emploi, c'était les chantiers d'insertion et d'autres aides de toute nature. Et pour l'ex-conseil régional, c'était des aides économiques, l'aide pour permettre aux entreprises d'être recrutées. Alors, précisément, en partenariat avec Pôle emploi, nous avons défini au plan de la formation professionnelle deux types de programmes. Le programme de formation professionnelle pour les jeunes, on définit comme jeunes des 16 à 25 ans. Et vous savez, il existe sur le territoire des missions locales. Il y en a trois. Une au nord, la mission locale du nord. Une au centre, c'est la MILSEM, la mission locale du territoire de la CACEM. Et une au sud, la mission locale du sud, qui recense tous ces jeunes qui sont en difficulté, soit qui n'ont pas de diplôme, même pas un CAP, ou bien certains ont des diplômes et ils cherchent du boulot. Eh bien, c'est en relation avec ces missions locales
que nous avons mis en place des formations professionnelles pour ces jeunes pour qualifier ceux qui n'ont pas de qualification ou améliorer la professionnalisation de ceux qui méritent de l'aide. Ça c'est pour le plan de la formation professionnelle, parce que nous pensons que plus on augmente le niveau de qualification de quelqu'un, plus on augmente ses chances soit de trouver un travail salarié, soit peut-être de créer son propre emploi, comme auto-entrepreneur ou comme créateur d'entreprise. Et nous avons donc prévu des aides, et c'est moi, ma collègue conseillère exécutive qui s'occupe des questions économiques qui ont à examiner ce volet-là, pour ceux qui créent leur entreprise. Mais également des entreprises qui existent et qui veulent créer des emplois, il y a des aides à l'emploi qui sont données aux chefs d'entreprise. En particulier, nous avons un nombre important de jeunes Martiniquais titulaires de diplômes supérieurs au bac, bac plus 2, plus 3, plus 4, etc. Et les entreprises hésitent à les recruter comme cadres. Bon, je dis ça coûte cher. Et bien, il y a une prime qui avait été créée par le fait de Marie-Jeanne avant 2010, même entre 1998 et 2004, qui s'appelle la Pépinière Jeunes Cadres. Eh bien, nous allons réactiver cela pour donner une aide pendant 2 ans à une entreprise lorsqu'on recrute un cadre, un jeune cadre. Bon, on a porté la notion de jeune jusqu'à 35 ans, quoi. Mais à condition qu'il le recrute en contrat à durée déterminée. Et puis pour les personnes adultes qui sont éloignées de l'emploi, ils pourront, avec l'aide de la collectivité, valider les acquis de leur expérience pour transformer en diplôme ce qu'ils ont acquis pendant leur expérience professionnelle. Et ça va enrichir leur CV, c'est ce qu'on appelle la VAE, et les aider à retrouver du travail. Et quand ils sont des chômeurs longue durée, eh bien, ils peuvent bénéficier au sein d'entreprises d'insertion à une aide pour retourner dans le domaine professionnel. Voilà en gros ce qui est prévu. Et puis, il y a tous ces jeunes qui veulent faire des métiers innovants, créer des entreprises, eh bien, il y a des aides spécifiques pour eux, pour ce niveau-là. Voilà un peu, en gros ce que je peux répondre aux 2 questions, le senior en difficulté et les jeunes à la recherche d'emploi. Quels sont les métiers sur lesquels vous allez mettre le plus l'accent en termes de formation? Alors vous savez que chaque année, la CTM doit élaborer un programme de formation. Alors j'ai dit aussi bien pour les jeunes que pour les adultes. Et bien, pour cela, nous devons en permanence rechercher ce qui s'appelle les métiers en tension. Alors nous travaillons à partir de 2 documents. L'enquête BMO, comme on dit, de besoins en main-d'œuvre établie par Pôle emploi, qui montre les secteurs dans lesquels les entreprises cherchent du personnel et ne trouvent pas du personnel qualifié. Donc ce sont des éléments qui nous remontent, que la Pôle emploi nous transmet. Et puis il y a les études que nous faisons nous-mêmes. Alors nous avons mis en place, et ça existe toujours, un observatoire de l'emploi et de la formation, on appelle l'OREF, et qui est géré par une association que nous présidons, qui s'appelle l'AGEFMA, l'association de gestion de l'environnement de la formation professionnelle de la Martinique, et bien qui fait des études prospectives dans toutes les branches professionnelles pour essayer de déterminer les métiers pour lesquels il faut former. Et c'est à partir de ça que nos priorités se dégagent. Alors il y a déjà des priorités qui se dégagent. Vous savez, le numérique se développe. Il faut non seulement installer le numérique, on en reparlera, mais mettre des techniciens qui savent travailler là-dedans. Donc il y a des formations pour cela. Il y a les métiers liés à la sécurité. Vous savez, l'insécurité se développe. Pratiquement tous les commerçants, tous les organisateurs de manifestations culturelles ou artistiques, il faut mettre des vigiles, etc. Donc les services de surveillance, malheureusement, se développent. Eh bien, le métier de gardiennage. Donc nous finançons des formations dans ce domaine-là parce que nous voulons qu'il y ait des personnels de gardiennage diplômés. Il y a donc des diplômes spécifiques qu'il faut préparer. Maintenant, c'est des métiers. Il y a tous les services à la personne. Vous savez que notre population vieillit et un certain nombre de personnes sont en perte d'autonomie, ont besoin d'assistants familiaux, ont besoin d'aide à la personne. Eh bien, c'est un secteur dans lequel il y a un besoin de main-d'œuvre. Eh bien, nous mettons en place les formations. Et puis tous les métiers liés au tourisme. Et nous avons une école-hôtel qui est présentement gérée par l'AFPA. Les métiers pour la maîtrise des langues étrangères. Donc tout ça participe à notre programme. Et bien, nous allons développer là-dessus. Voilà, j'ai cité en gros. Mais également, nous souhaitons aider à la transformation de notre agriculture pour aller vers une agriculture bio, ou une agriculture plus raisonnée. Donc il faut des techniciens agricoles de haut niveau qui savent maîtriser un peu cela. Et puis nous souhaitons que autant le secteur des produits agricoles que des produits de la mer
Ben, l'agro-transformation, pour mettre un peu de valeur ajoutée dans nos produits, eh bien, il y a des techniciens à former dans ce domaine-là pour que des entreprises derrière puissent se créer pour transformer sur place nos produits, au lieu que nous soyons un pays de production primaire et puis les produits sont raffinés ailleurs. Donc voilà les domaines dans lesquels nous avons l'intention de mettre l'accent. Quels sont ces produits et quels sont ces dérivés? Alors, si nous prenons les fruits et légumes, bon, il y a déjà des industries de transformation. Les fruits, on fait du jus de fruits, on fait des glaces, on fait des crèmes glacées, on peut faire des fruits confits, etc. Eh bien, quand vous allez dans les rayons de libre service, il y a davantage de jus et de fruits confits, de fruits en conserve venant d'Europe ou d'Australie. Et nous avons des fruits qui pourrissent. Ou ce sont des fruits de saison, lorsqu'il y en a beaucoup, on les achète sur le marché, et puis qu'il n'y en a pas, personne là. Eh bien, il y a des techniques, soit pour transformer, soit pour conserver les produits de la terre, pour qu'on ait toute l'année. Et en même temps, celui qui fait de la transformation met de la valeur ajoutée là-dedans, et nous pouvons ensuite vendre nos produits à travers le monde. Mais pour ça, il faut des techniciens. Alors, d'un côté, nous les formons, nous les aidons à se former, et puis nous avons un pôle agroalimentaire, dont assure la présidence, que j'étais le créateur avec le président Marie-Jeanne, qui apporte la technicité, le savoir-faire à ceux qui veulent se mettre dans ce domaine-là. Il y a le poisson. Nous sommes une île et nous n'avons que l'habitude de manger du poisson frais. Quand il y en a, les prix sont cassés, et puis qu'il n'y en a pas, on ne mange pas. Eh bien, pourquoi pas faire des conserveries, de manière de conserver le poisson pour pouvoir réguler la consommation? Ce sont des techniques qu'il faut acquérir. Là aussi, le PAM travaille là-dessus, de manière qu'on puisse aider le pêcheur et le mareyeur à valoriser leurs produits. Nous faisons ce même travail avec les éleveurs pour la viande, la filière viande, on travaille aussi avec eux. Et il faut de la formation, parce que c'est un métier dans lequel on ne trouve pas beaucoup de jeunes. Parce qu'il y a l'élevage, il y a l'abattage, nous avons la CTM un abattoir, l'abattoir dit départemental qui devient maintenant l'abattoir de la Martinique. Mais il faut transformer la viande, il faut transformer les produits pour faire en sorte qu'on arrive jusqu'au plat cuisiné. Il y a plein de métiers nouveaux, mais il faut un savoir-faire. Il faut que nos amis bouchers, quand un certain nombre sont des âgés, partent à la retraite, ils ont des difficultés pour trouver la relève. Mais nous ont demandé de former des gens pour que ce ne soit pas simplement du tout venant que l'on sert aux consommateurs martiniquais, mais de la viande bien apprêtée, avec les morceaux bien présentés. Eh bien, il y a une technicité à avoir, et par la formation, nous allons aider cette filière viande. Le TCSP aurait dû être opérationnel en décembre 2015, sous peine de rendre les subventions perçues des fonds européens. Les délais ont-ils été prolongés? D'abord, je dois dire que toutes les annonces faites par nos prédécesseurs, vous avez vu qu'elles n'ont pas été tenues. J'arrive en fonction au début de janvier 2016. J'ai eu l'occasion de visiter tous les chantiers du TCSP, puisque, en tant que conseiller exécutif, ce que j'ai dans mon domaine de compétences, dans mon portefeuille, c'est les infrastructures, bâtiments, travaux publics, la formation professionnelle et le développement du numérique. Donc j'ai commencé par les infrastructures. J'ai visité tous les chantiers. J'ai constaté, j'ai fait cette visite à mi-décembre, j'ai constaté que les chantiers, certains d'entre eux étaient loin d'être terminés. Donc manifestement, ce n'est pas terminé au 31 décembre 2015. Les entreprises et les collaborateurs, parce que je n'ai pas changé les collaborateurs qui étaient là avant notre élection, nous ont dit que les délais ont été reportés au 31 mars 2016. Au moment où nous faisons cette interview, je ne sais pas si au 1er mars 2016 tout sera terminé. J'ai l'impression que non. Mais ce que nous avons découvert concernant le TCSP, c'est que après que le chantier soit terminé, il faut le faire rouler. Est-ce que les crédits promis par l'Europe et qui avaient été négociés par Alfred Marie-Jeanne et Claude Lise à l'époque, est-ce qu'ils sont perdus ou pas? Il semblerait, j'apprends le conditionnel, qu'un délai de 3 mois supplémentaires ait été donné pour la remontée des factures acquittées. Parce qu'en fait, c'est cela. L'Europe rembourse, la collectivité préfinance les travaux et transmet des factures acquittées. Il faut qu'ils arrivent au niveau des services de contrôle des fonds européens pour qu'on puisse acter les travaux faits et
acquittés, eh bien, nous faisons remonter les factures qui ne seraient pas encore remontées, et l'Europe prendra en considération ceux qui seront arrivés au 31 mars. Voilà l'information que j'ai. Mais je disais, et il faut que les auditeurs et les téléspectateurs le sachent, qu'avant notre arrivée, une décision avait été prise par nos prédécesseurs de confier la gestion des véhicules, des bus du TCSP, qui évoluent sur le territoire de la CACEM, de le confier à la CACEM. Donc c'est la CACEM qui a décidé à son tour d'intégrer ces bus dans le réseau de Mosaïque, donc confié à la CFTU, qui est la compagnie foyalaise de transport urbain, qui va gérer ces bus qui vont parcourir les deux lignes du TCSP, c'est-à-dire entre la gare de la Pointe-Simon sur Fort-de-France, le pôle d'échange de Carrière d'un côté, à la limite de Ducos et de Lamentin, et à la place Mao de l'autre. Ce sera sur la gestion de la CACEM, donc un peu le CTM, la collectivité territoriale de Martinique, est un petit peu dessaisi de cette affaire-là. Donc vous devriez vous adresser au président de la CACEM pour savoir à partir de quand il commence à faire rouler, puisque l'ex-président de la région lui a confié cette mission. Qu'avez-vous à nous annoncer sur le haut débit? Mais comme j'ai eu à le dire, on m'a donné à m'occuper du développement numérique sur le territoire. En 2006, il faut savoir d'où nous sommes partis. En 2006, on avait un Internet, on disait à l'époque l'autoroute de la formation, un peu poussif. Parce qu'il n'y avait qu'un seul câble sous-marin qui nous reliait au reste du monde. Et qui faisait que l'accès à notre territoire et les sorties et les entrées de données se faisaient très lentement et à un coût très élevé. Donc le débit était faible pour ceux qui pouvaient se payer les abonnements Internet, la connexion Internet, et en plus c'était très lent. Eh bien, normalement c'est le secteur privé qui doit équiper le pays, parce que c'est ainsi que le veut la loi européenne. Nous avons dû constater une lacune. Pour le moins on peut dire, une défaillance du secteur privé. Il y avait à l'époque France Télécom, devenu entre-temps Orange, qui fournissait. Eh bien, la première chose qui a été prise, décision qui a été prise par le président Marie-Jeanne, dans une de ses mandatures précédentes, c'est d'aider à la pose d'un nouveau câble sous-marin. Donc il y a un nouveau câble sous-marin qui a été posé, donc notre territoire est relié par plusieurs câbles. Donc la concurrence peut jouer entre ces nouveaux câbles pour savoir qui donne le prix le plus bas. Bon. Deuxièmement, la DSL, c'est le nom que l'on donnait à l'époque du réseau qui desservait tout le pays, le réseau de France Télécom, disons de Orange, c'était les câbles téléphoniques qui servaient, les câbles en cuivre. On a constaté que il pouvait avoir un début de haut débit, mais dans certaines parties de la Martinique. Dans le centre, là, avec forte concentration urbaine, où il y a beaucoup de clients potentiels, on desservait cette zone-là, mais les zones les plus reculées, à la campagne, dans les zones rurales, il y avait ce qu'on appelait à l'époque la fracture numérique. Donc nous avons pris une deuxième initiative sous forme de délégation de service public. Nous avons fait un appel à candidature et nous avons pu dérouler sur tout le territoire le réseau de haut débit. Et c'est géré par une entreprise, un groupement d'entreprises qui a été créé pour la circonstance et qui s'appelle Martinique Numérique, qui vient de se faire racheter d'ailleurs par le groupe Canal+. Donc c'est le groupe Canal+, qui gère ce réseau et il est, si vous voulez, un opérateur d'opérateurs. Donc actuellement sur notre territoire, nous avons plusieurs opérateurs. J'ai prononcé le nom d'Orange, mais il y en a d'autres. Il y a SFR, il y avait Bouygues, etc. Bon. Un certain nombre de fournisseurs de fournisseurs d'accès Internet ou mobile, fixe ou mobile, utilisent ces réseaux. Bien, la technologie se développant, il est désormais possible de viser le très haut débit, c'était votre question. Donc, nous avons constaté que l'ancien conseil régional avait voté un schéma de développement du très haut débit sur le territoire, très haut débit numérique, c'est le SDAN. Eh bien, nous arrivons au moment où il faut le mettre en œuvre. Donc, à la CTM, nous avons un certain nombre d'ingénieurs qui constituent la mission de développement du numérique. Eh bien, avec eux,
nous lançons très prochainement un appel d'offres pour développer la fibre optique sur tout le territoire. L'ambition, évidemment, ça va demander beaucoup d'argent. Nous avons voulu faire un partenariat avec les communes pour cofinancer cela. Nous espérons avoir à la fois des crédits de l'État, des crédits de l'Europe, pour nous aider à développer le haut débit. On nous dit qu'il faut à peu près 6 ans pour ça, mais nous allons le commencer. Et très prochainement, après le vote du budget 2016, nous allons lancer l'appel d'offres pour dérouler la fibre optique sur tout le territoire. Et l'ambition, c'est la fibre optique jusqu'à la maison de chacun et la fibre optique dans chaque entreprise. Nous allons effectivement connecter tous nos lycées, tous nos hôpitaux, tous les centres de formation, tous nos collèges, parce que nous faisons partie de ceux qui croient que ce haut débit va booster notre pays et va favoriser son développement. Et le fait que nous soyons une île isolée, eh bien, nous allons effacer ce handicap, parce qu'avec le haut débit Internet, on pourra faire du télétravail, échanger avec le monde entier. Donc j'ai de l'ambition pour ça. Le minimum de ce haut débit sera de combien de mégas? Bien, alors, d'abord, le haut débit, ça pouvait aller jusqu'à 30 mégas, mais le très haut débit, c'est au-delà. Il y a déjà, parce que je dois à la vérité de dire que Orange, qui est l'opérateur historique, qui était là du temps de France Télécom, a choisi de développer dans certaines parties de la Martinique. Et comme par hasard, ils ont choisi Fort-de-France, la plus grosse concentration urbaine, et Shellshare, là où il y a une clientèle potentielle. Bien, donc, ils ont signé un accord avec le maire de Fort-de-France et le maire de Shellshare pour développer. Constatant que sur le reste de la Martinique, ils se sont un petit peu intéressés, donc nous allons le développer sur le reste du pays. Et mes collaborateurs techniciens nous disent qu'on va dépasser 100 mégas. Et au-delà. Mais en tout cas, on considère que le très haut débit commence au-delà de 30 mégas. Actuellement, quand vous avez 8 mégas, il faut vous estimer heureux. Mais ça, c'est le haut débit. On veut aller au très haut débit, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec. C'est l'ambition que nous avons. Vous savez, j'aime pas annoncer des choses, je préfère faire et puis dire voilà ce qu'on a fait. Quelles sont les autres ambitions de la collectivité de Martinique pour les 2 ans à venir? Alors pour les 2 ans à venir, d'abord d'appliquer ce que nous avons mis dans notre programme. Alors je vais parler de ce que je connais bien, c'est-à-dire le programme d'infrastructure. Vous savez que les lycées étaient à la charge du conseil régional. C'était même la propriété du conseil régional, puisque l'État nous a transféré les lycées. Parmi les lycées, dans le parc des lycées, il y a un qui est très vieux, près de 80 ans, c'est le lycée Shellshare. Nous avions fait en 2006 un diagnostic qui a montré que les structures ne résisteraient pas à un séisme majeur. Tous les scientifiques qui s'intéressent à cela nous ont dit que tôt ou tard, il y aura un gros tremblement de terre comme il y a eu en Haïti. Mais nous avions estimé que notre devoir, c'était de mettre à l'abri la communauté des lycéens qui sont dans nos bâtiments. Donc il y a un diagnostic parasismique qui a été fait sur tout le parc de lycée. Certains méritaient juste un confortement parasismique, ce qui a commencé à se faire, qui est en cours. Pareil pour les collèges. Mais on nous a dit que le lycée Shellshare, on ne pouvait pas le conforter, comme disaient les techniciens, il fallait le démolir et le reconstruire. Nous voulions le faire dès 2008. Le maire de Fort-de-France de l'époque s'était opposé à cela. Et bien, nous sommes revenus au pouvoir. Le projet que nous avions déjà préparé, nous avions une volonté. Nous avons désormais la volonté inébranlable de le mettre en œuvre, démolir et reconstruire ce lycée sur des normes parasismiques qui assurent la protection de ses occupants, mais surtout après le séisme majeur, que ce lycée puisse servir d'abri pour les survivants. Bien. Deuxièmement, dans les 2 ans à venir, poursuivre les études pour l'extension du CSP vers le nord, Robert vers Trinité. Des travaux sont commencés actuellement au niveau du Robert, pour l'élargissement des routes, et nous anticipons déjà pour avoir l'emprise pour le TCSP. Vers le sud de Ducos, en allant vers Rivière-Salée, les études sont lancées. Vers la RN2, vers Shellshare, au moins aller vers l'université. Nous avons lancé les études, donc les études sont en cours. Je ne prédis pas encore quand ça sera fait, puisqu'il faut commencer par les études, pour les impacts.
parce qu'il va falloir élargir les routes, voir le nombre de personnes touchées, entamer un dossier de déclaration de l'utilité publique, que nous ayons cette arme juridique qui nous permet de libérer les emprises et de faire le TCSP. Donc il y a une volonté politique de faire cela. Voilà. Et puis évidemment, toujours dans la partie infrastructurelle, nous voulons faire disparaître tous les points noirs sur les réseaux routiers où il y a des accidents. La semaine dernière encore, il y a eu un choc frontal sur le territoire de Sainte-Luce. Tout simplement, c'est une chaussée à 3 voies. 3 voies, quand 2 véhicules veulent doubler dans sens inverse, ils se retrouvent au milieu, là-bas du milieu et il fait un choc frontal. Eh bien, nous allons poursuivre un programme qui avait été malheureusement arrêté par mon prédécesseur, la poursuite de mettre des séparateurs en béton entre les voies montantes et les voies descendantes, c'est ce qu'on appelle les GBA, les glissières en béton, pour éviter les chocs frontaux. Donc le programme sur le travail, le secteur routier reprend à ce niveau-là. Bien, évidemment, vous verrez au fur et à mesure les programmes que nous mettrons en œuvre là-dessus. Voilà pour les 2 ans qui viennent là tout de suite. Quel est votre modèle économique? Bien, je ne sais pas si je suis au sein du conseil exécutif le mieux placé pour répondre, mais en tout cas, nous savons que dans une Martinique qui est une des régions de France, la France qui est un système capitaliste, nous ne pouvons pas faire un îlot de socialisme là. Le modèle économique que nous puissions, qui est accessible compte tenu du statut actuel, c'est de faire que les impulsions de développement que nous pouvons donner, que nous le faisions avec nos entreprises martiniquaises, que nous arrivons à implanter des entreprises martiniquaises ici, qu'il y ait les jeunes Martiniquais formés puissent trouver du travail, vivre et travailler au pays. Bon. Et tous ceux qui veulent entreprendre, nous sommes prêts à les aider. Nous n'allons pas prétendre que nous allons pouvoir mettre sur place une société socialiste dans un îlot capitaliste. On n'est pas naïf, mais déjà, en tant que patriote, si nous pouvons transformer chaque Martiniquais en développeur de leur pays, ce sera déjà pas mal pour cette étape historique où nous sommes. Avez-vous quelque chose à rajouter? Oui, je veux profiter de cette interview pour expliquer aux téléspectateurs le mode de fonctionnement de cette collectivité. Je me rends compte que chaque jour que les Martiniquais, et parfois même les collègues élus, n'arrivent pas à bien comprendre. Nous avons changé. Non seulement il n'y a plus de collectivité, il n'y a qu'une seule, mais cette seule-là, elle fonctionne différemment. Cette collectivité territoriale de Martinique est composée d'une part d'un conseil exécutif de 9 personnes présidées par le président Alfred Marie-Jeanne et une assemblée de 51 membres présidée par Claude Lise. Chacun a son rôle. C'est une assemblée délibérante. Elle vote des délibérations après un débat. Et le conseil exécutif élabore les projets et le transmet au président de l'assemblée. Et cette assemblée qui est composée également de commissions sectorielles, suivant la nature du problème, telle ou telle commission sectorielle vont analyser, vont amender le projet et ensuite le voter. Et une fois que c'est voté, c'est le conseil exécutif qui le met en œuvre. Le président Alfred Marie-Jeanne est celui qui représente la collectivité vis-à-vis des tiers. C'est lui qui est le chef du personnel. Mais le conseil exécutif, lorsqu'il est saisi d'une question, ne peut pas décider tout seul. La décision est prise en assemblée. Sauf pour les questions qui ont déjà fait l'objet d'une délibération cadre, comme les aides individuelles, les aides sociales, les aides au logement, l'Assemblée a autorisé le Conseil exécutif de prendre des arrêtés. Donc, il n'y a pas un organe qui est au-dessus de l'autre. Ils sont côte à côte et chacun a un travail à faire. Il faut qu'on s'habitue à le faire. L'opposition est représentée dans l'Assemblée. Le Conseil exécutif qui doit mettre en route est monocolore. C'est un peu comme dans les conseils municipaux. Vous avez le bureau municipal qui est formé des adjoints et du maire, c'est de la même couleur politique, et le conseil municipal, c'est là qu'il y a la proportionnelle. Personne ne s'est jamais indigné que le maire, avec son bureau municipal, préparait et prenait des arrêtés, et puis quand il y a des décisions, voter le budget ou analyser les choses, que ce conseil municipal. Mais c'est ce même modèle-là qui est là. Maintenant, les conseillers exécutifs ne sont pas des ministres. L'Assemblée n'est pas une Assemblée nationale martiniquaise selon les lois. Nous n'avons pas encore le droit de faire des lois. Sauf que nous pouvons être habilités par le Parlement français, habilités à modifier tel ou tel texte législatif ou tel décret pour l'adapter aux conditions concrètes de notre pays. Donc, il y a un début de responsabilité dans le domaine législatif, un peu limite,
On peut le faire dans le domaine de la formation professionnelle, on peut le faire dans le domaine du transport et de l'énergie, puisque c'est des habilitations qui avaient été données à l'ex-conseil régional, et la collectivité peut demander au gouvernement, au Parlement, de lui transférer ces habilitations, et c'est ce que nous avons commencé à faire. Donc voilà, je voulais expliquer ça, ça paraît un peu compliqué, mais petit à petit, tout le monde va comprendre comment ça fonctionne, et qu'il n'y a pas de concurrence entre les deux organes, mais complémentarité et esprit d'équipe. Le président Marie-Jeanne d'un côté, le président Lise se rencontrent et se mettent d'accord sur les sujets sur lesquels il faut débattre et pour lesquels la CTM doit prendre des décisions au service du peuple.